Bonjour à toutes et à tous. Et merci Thierry pour cette introduction et cette perspective peut-être d'autres événements à venir. Il y a beaucoup à faire sur ce sujet-là. Je voudrais tout d'abord remercier les partenaires de cet événement, le ministère de la Culture qui nous a soutenus par l'intermédiaire du Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, la région Occitanie, la DRAC, ainsi que l'entreprise Pêche Bleue à Béziers. Un immense merci également à Marc Barani, qui a accepté d'être le grand témoin de l'événement et soutenu cette initiative dès le début. Je voudrais remercier tous les membres du comité scientifique également, qui malheureusement n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais qui ont fait une sélection extrêmement intéressante, ainsi que tous les contributeurs pour la qualité des propositions. Je remercie l'ENSAM d'avoir permis d'accompagner ce colloque. Les équipes du GRF ITLab au sein duquel cet événement a pris racine, dont Mathieu Percebois qui a partagé l'organisation, longue, compliquée, mais passionnante. Je remercie également celles et ceux qui ont œuvré en coulisses. Valérie Ruiz, avec une efficacité constante et un dynamisme à toute épreuve. Corinne Cognolis, Louise Torres, Alexandra Lepape, Mélanie Durand, Emma Rogel également, stagiaire qui a effectué un travail colossal, tout en pertinence. Je voudrais dire bravo aussi à Laurent Richard pour toute la conception graphique qui a essayé de retranscrire l'esprit et les concepts de cet événement. Mais aussi, surtout, je vois dans cette salle des gens que j'apprécie, des gens que j'admire, des gens que j'aime. Et ils se reconnaîtront, je voudrais leur dire qu'ils sont précieux. À tous mes étudiants également d'hier, de ces 10 dernières années, et ceux d'aujourd'hui, merci, parce que nos échanges ont aussi nourri ce colloque. Et l'école, c'est aussi vous. Depuis des années, je cherche à comprendre les espaces de la mort. Et plus j'avance, plus le chemin me paraît long. Avec ce colloque, je voulais mettre en lumière les travaux des autres. Le chemin est plus appréciable à plusieurs. Il reste sans fin, certes. Et de toute façon, commencer à chercher, c'est l'assurance de redécouvrir sans cesse et aussi de remettre en cause en permanence ses résultats. Plusieurs traits de ce colloque. Tout d'abord, il sera à la croisée de plusieurs chemins et donc de plusieurs champs disciplinaires, partant du constat que les sciences sociales et humaines, comme l'a très bien décrit Thierry, se sont beaucoup intéressés, se sont beaucoup investis des études sur la mort et des rites qui y sont relatifs et continuent de le faire, mais que de leur côté, toutes les disciplines qui s'intéressent à l'espace abordent rarement la sacralité de façon directe. C'est un sujet contourné. Il fallait donc provoquer cette rencontre. Le colloque, au-delà des codes académiques, il n'aura pas pour ambition de tracer une frontière nette entre ce qui est de la recherche au sens classique et ce qui n'en serait pas. Il s'ouvre à des pratiques parallèles dont nous considérons toute la richesse. Plusieurs intervenants ne se définissent d'ailleurs pas comme chercheurs, bien qu'ils présentent un travail approfondi, méticuleux, rigoureux, méthodique, au long terme dont ils seront communiquées les conclusions. J'ai envie de dire que ce n'est pas le titre de chercheur qui fait la qualité de la recherche, c'est pas l'habit qui fait le moine. Et donc, dans ce colloque, on a ouvert cette porte à d'autres formes de recherche également. Pourquoi le titre? Très rapidement, sacralité. Si vous pensez que j'allais démarrer par une définition, je pense que vous avez compris que non, ce ne sera pas le cas. Je voulais juste dire que nous parlerons peu ou pas d'un sacré attaché à la religion. On ne va pas tenter de définir ou de délimiter de manière rigide la notion de sacré, puisque ça permettrait d'éviter une précision qui serait aussi vaine que pauvre. De toute façon, nous n'arriverions pas à le définir. La société occidentale aime séparer, mettre dans des cases perméables, établir des distinctions lisibles entre les périmètres de différentes sacralités, ainsi que des limites très distinctes parfois, très ordonnées entre sacré profane, public privé, ville et village. Nous allons donc plutôt nous immerger dans des zones en mutation, des complexités, des zones médianes. Voilà le terrain sur lequel nous nous engageons, un terrain mouvant et complexe. Soit, prenons-le comme tel. Spatialité, je donnerai tout de même quelques indices. Dans Genèse du sacré, Régis Debray déroule son propos en s'appuyant sur de nombreuses représentations d'espace. Il pose lui-même que l'architecture avec la musique est notre plus ancienne encyclopédie consultable par tous, tant sa langue est universelle. Les premiers ingénieurs du sacré, que furent les architectes, continuent de nous parler.
Si on a bien du mal à parler précisément du sacré, l'association sacré-espace est une évidence qui permettra sans doute de l'aborder plus clairement. Qu'est-ce qui se joue dans l'évolution du sacré? Il y a un moment de basculement, qu'a évoqué Thierry également. Un moment de basculement d'un sacré vers un autre. D'un sacré religieux, qui a ses lieux forts, fédérateurs, vers un sacré qui peut être un sacré sportif, culturel, laïque. On dit que le sport est une nouvelle religion. Le stade de Cotton Bowl à Dallas, qui est le plus grand du monde, celui dans lequel le Brésil a vaincu l'Italie en 1994 au tir au but, devient un lieu marquant dans l'histoire du sport. Donc, un lieu démesuré aussi, monumental également. L'espace nous raconte cette mutation de paradigme. Une autre mutation, très visible également, alors que le juge a gardé son estrade, le professeur a perdu la sienne. Quelle école a encore cette légère surélévation, ces quelques marches qui mettent le savoir et l'apprenant dans des situations différentes? Michel Serres le raconte d'ailleurs très bien dans Petite Poussette. Il explique ce bouleversement en disant que il va même jusqu'à remettre en cause la question de l'amphithéâtre, qu'il envisage comme un dispositif devenu obsolète, puisque le savoir est partout, il est sur la toile, il est directement accessible. Qu'est-ce qui se transmet de fait aujourd'hui? Il dit: l'espace de l'amphi se dessinait jadis comme un champ de force, dont le centre orchestral de gravité se trouvait sur l'estrade. On voit tout de suite ce rapport à l'espace et à cette petit dispositif, mais essentiel, qui marquait cette notion de sacralité. On peut aussi parler de l'émergence de lieux sacrés, qui fait partie des mutations. Ils sont liés à l'importance grandissante du devoir de mémoire de notre société, avec la réalisation de lieux associés à des événements particuliers. L'anneau de mémoire de Philippe Prost comporte les noms des soldats morts dans le Nord-Pas-de-Calais pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur le plateau de Notre-Dame-de-Lorette. Il est donc situé sur le théâtre des violents affrontements. Ceci explique le sous-titre du colloque, Espace de la mort et de la mémoire. Nous sentons que dans ce bouleversement, quelque chose d'assez profond se joue dans le rapport de la mémoire avec notre société et dont l'architecture a envie de parler. Il y a tout de même quelques convergences qui nous permettent de comprendre les lieux sacrés. Régis Debray en propose plusieurs, je vais en introduire certaines qui sont très spatialisées, là également. Il parle du clos, d'un édifice qui ne serait pas contigu à un autre. Le Palais de Justice de Montpellier est dans une situation dominante. On trouve le parallèle avec l'Estrade aussi. Dans cette situation dominante par rapport à l'agitation de la rue, et qui marque la séparation des pouvoirs. Le clos, donc. La pérennité du périmètre, la forme enveloppante, donc refermée. Stonehenge a eu plusieurs usages, temple, observatoire, était lieu de sacrifice, de guérison de malades également. Mais son périmètre circulaire parfait offre un cadrage au travers un des portiques au solstice d'été, et donc organise un rapport symbolique très spatialisé de connexion avec l'univers. Donc cette force du périmètre. L'inaliénable et l'interdit. Le coffre-fort, l'armoire de fer des Archives nationales, est un lieu qui protège. Mais un lieu qui est également mis en scène et sanctuarisé avec sa porte et ses 6 molettes en encodage secret qui marquent la force de ce dispositif qui protège. Le clos, la limite et l'interdit fabriquent un écrin. Ça peut être l'écrin de la bibliothèque, effectivement, un écrin pour le savoir, projet de Cannes. Mais si on vient au sport, ça peut aussi être un écrin pour le sport, qui va même jusqu'à devenir pas uniquement le marquage d'un périmètre, mais la constitution d'une forme d'enveloppe. Comme le dit Jean Cuisinier dans Penser le rituel, le rite est l'expression d'un ordre que nous entretenons avec l'univers. Dans la séance thématique de ce matin, il s'agira donc de la spatialisation du rite, c'est-à-dire comment l'espace se fait l'expression ou la traduction d'un système de pensée. Comment comprendre le rite ? Il peut être appréhendé effectivement, comme le propose Lévi-Strauss, entre autres, dans L'Homme nu, par 3 actions
extrêmement importantes. Les paroles proférées, les gestes accomplis et les objets manipulés. 3 genres d'actions que l'on peut tout à fait trouver dans la vie ordinaire, dans la vie profane. Alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces actions, quand elles sont liées au rite? S'agissant des objets et des gestes, il est souvent observé que dans le cadre du rite, ils agissent en remplacement du verbe. Ils expriment un système de représentation. Dans ce cadre, leur usage dépasse la simple fonction habituelle. Ils présentent une forme de condensation du discours, pour éviter de parler en somme. Ce que l'architecture connaît très bien d'une autre manière, les formes de la représentation du projet agissent elles aussi comme un discours. Le dessin raconte le projet autant que la parole. C'est un autre élément de compréhension important. Le rituel fait appel également à 2 procédés. Le morcellement, que l'on pourrait rapprocher en architecture de la notion de parcours ou de séquençage, de séparation des différents espaces, et la répétition des actions, qui est un deuxième procédé du rituel. Et la répétition des actions, on peut aussi tout à fait trouver des parallèles dans l'architecture. Jean-Didier Urbain, dans l'Archipel des Morts, en parle sous le terme de résonance visuelle, quand il parle des cimetières, d'objets qui reviennent. Mais somme toute, ces objets sont des langages et des symboles. On en parlera largement ce matin. Et Pierre von Meis parle plutôt de facteurs de cohérence. Il abordera la question notamment sur le port d'hydra, de la répétition, de la ressemblance, du rythme, qui donne une cohérence à l'ensemble. Donc l'architecture a aussi ses procédés qui sont très proches de ceux du rituel. Dans cette approche, où se situe le rôle de l'espace? L'espace, tout comme l'objet et le geste, remplace le discours. Il se fait narration non verbale. L'architecture est un langage. Nous verrons donc combien, par son expression, elle est prépondérante dans le rite. Tout au long de la matinée, il sera mis en lumière la force de l'imaginaire, ainsi que la puissance de l'architecture à accompagner cela.